J'avais envie de vous parler d'un chemin de croix peint sous verre. Il s'agit de 14 stations de petit format, environ une trentaine de centimètres de haut, qui sont exposées dans la chapelle Saint-Mathias, dans le village de Réchy, en Valais. J'aimerais qu'on s'arrête sur la technique assez particulière de cet objet, la peinture sous verre. En Valais, on en conserve moins d'une dizaine d'exemplaires, ce qui est déjà une raison suffisante pour y prêter attention. Mais ce n'est pas tout. Cette technique va également nous servir de porte d'entrée pour analyser l'œuvre, puisque jusqu'ici, aucune étude ne s'est intéressée en détail au chemin de croix de Réchy. Mais pour commencer, un peu de contexte. Notre chapelle, selon ses archives, a été fondée le 13 octobre 1823. Je cite « Monsieur le député Chrétien Perruchou et son fils Chrétien Joseph Perruchou de Chalais se sont présentés devant sa grandeur, Monseigneur l'évêque Tinroufinine à Sion, pour solliciter l'autorisation de bâtir une chapelle au village de Réchy-Chalais. Cette autorisation a été accordée par le prédit évêque, moyennant que les fondateurs y fondent 3 messes. Si vous avez bien calculé, vous aurez remarqué qu'on fête cette année les 200 ans de la chapelle. Et bien qu'elle ait dû être déplacée en 1965 afin de laisser passer la route principale du village, comme vous pouvez le voir ici, on en a conservé le décor et surtout notre chemin de croix peint sous verre. Donc avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la peinture sous verre ? Eh bien, la technique porte très bien son nom. En effet, il s'agit d'un procédé de peinture qui inverse le processus classique de réalisation. L'œuvre est peinte au dos du verre et est destinée à être vue de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va commencer par peindre les détails, les yeux, la bouche, les plis des vêtements. Dans un second temps seulement, on va ajouter les contours, les couleurs et enfin les fonds et les paysages. L'artiste doit donc tout réaliser correctement du premier coup et les retouches sont impossibles, ce qui demande un vrai exercice mental et une bonne maîtrise technique. Alors tout ça, c'est pas juste pour le plaisir de l'effort, mais parce que ça nous permet d'obtenir des objets très particuliers, qui ne sont pas traversés par la lumière, comme le seraient les vitraux, je vous rappelle qu'ils sont exposés contre le mur, mais qui permettent au contraire de capter et de refléter la lumière, ce que vous voyez très bien sur mes vidéos, puisque vous pouvez vous en rendre compte, c'est très difficile à filmer, et il faut vraiment se rendre sur place pour apprécier pleinement l'objet. Bien qu'on ne voit plus beaucoup d'œuvres de ce type aujourd'hui, la technique existe depuis l'Antiquité et se décline sur de nombreux objets. En Suisse, elle connaît un succès particulier à partir du XVIIIe et XIXe siècle. Ce succès s'explique en partie par l'évolution du goût. Durant les siècles précédents, c'est surtout l'art du vitrail qui connaît un succès particulier, notamment pour produire des vitraux décoratifs ou des vitraux aux armes des familles importantes. Sauf que, à force de se diffuser, cette pratique a fini par se banaliser et perdre de son attrait. Donc au début du XVIIIe siècle, les artisans sur verre sont contraints de se réinventer. Et puis ça tombe bien puisque le coût du verre baisse drastiquement grâce à l'essor de la production de verre industriel. Les verriers se tournent alors vers la production d'œuvres de petit format qui sont pratiques, rapides à produire et surtout peu coûteuses. Et ça tombe bien, ça s'inscrit parfaitement dans l'augmentation de la demande en images religieuses dans le sillon de la Contre-Réforme qui encourage la dévotion personnelle et favorise la diffusion d'objets tels que les images pieuses pour la dévotion personnelle. Progressivement, les producteurs vont eux aussi changer. Il n'est désormais plus nécessaire d'être un artisan verrier pour pouvoir réaliser ce genre d'œuvre et vous pouvez simplement avoir une formation de peintre pour vous en sortir. Nombre de ces artistes sont d'ailleurs extérieurs au monde académique et plutôt originaires de la petite bourgeoisie, voire même du monde paysan. Donc vous l'aurez compris, ces transformations rendent les œuvres plus accessibles et on commence à les produire en série, ce qui les rend abordables pour un plus large public. Pour une raison encore inconnue à la recherche, la production de peinture sous verre connaît un très fort déclin en Suisse à partir des années 1800, à l'exception du Valais, qui continue de produire une grande quantité de ces images d'art populaire. Même s'il est difficile d'expliquer pourquoi, on peut émettre des hypothèses. Peut-être que le coût relativement bas de ces œuvres a joué un rôle dans une région encore très pauvre, et puis le succès important de la Contre-Réforme dans la région a peut-être lui aussi encouragé la production de ces œuvres. Alors on pourrait se dire que le Valais regorge de ce type d'image, mais non. Au contraire, la fragilité du support et puis la transformation du goût à la fin du XIXe siècle a engendré la disparition de la plupart de ces œuvres. Et il faut aussi dire que l'histoire de l'art, particulièrement francophone,
s'est très peu intéressé au sujet. La peinture sous verre a souvent été considérée comme de simples reproductions des réalisations d'artisans plutôt que d'artistes, voire d'un art intrinsèquement lié au peuple et donc non digne d'intérêt. Le célèbre historien de l'art Gaëtan Cassina qualifie même le chemin de croix de Réchy de remarquable, rarissime, sinon unique en Valais roman. Mais alors, d'où vient ce chemin de croix et comment a-t-il terminé à Réchy ? On trouve la réponse à cette question dans le mémoire des différents comtes en faveur de la fondation de la chapelle de Réchy-Chalais, un document établi entre 1823 et 1834 qui conserve la trace des principales dépenses exécutées pour la chapelle. On y trouve une ligne en 1824 qui nous indique que l'on paye pour 14 stations 8 écus. Le nom de l'artiste en revanche n'est pas mentionné. On pourrait voir un manque de considération pour le peintre réduit au rang de simple exécutant. D'autant plus que, si on observe les stations avec nos critères esthétiques d'aujourd'hui, on pourrait être tenté de les juger un peu naïves, voire maladroites dans certaines proportions. Pourtant, l'exécution relève d'une main expérimentée. La composition est maîtrisée, les scènes sont lisibles et le soin apporté aux détails témoigne d'un véritable savoir-faire, sans compter la difficulté de la technique utilisée. Alors pour comprendre ces images, il faut se pencher sur les œuvres et se demander ce qu'on y voit. Nous sommes face à 14 stations qui représentent la passion du Christ, donc qui racontent ce qui se passe entre le moment de sa condamnation et le moment de sa mise au tombeau. Les stations sont très codifiées, notre peintre n'invente pas ses compositions, il s'inspire très probablement de modèles imprimés qui circulent très largement à cette époque. Il faut noter que les productions en série connaissent un succès particulier au XVIIIe et XIXe siècle car elles sont peu coûteuses et facilement rentabilisables. Plusieurs ateliers d'édition se spécialisent dans cette tâche et permettent aux artistes et aux peintres de se procurer facilement des modèles. Nous n'avons pour l'heure pas pu rattacher le chemin de croix à des modèles précis, mais sa dimension fortement codifiée rappelle largement ses logiques de rationalisation et laisse à supposer que très probablement notre peintre s'est inspiré de ces fameux modèles en circulation à l'époque. Donc on y voit des scènes frontales, sans véritable perspective. Les plans s'empilent verticalement, comme on le voit ici sur la station de Pilates. Les proportions des différents personnages restent approximatives, malgré l'effort particulier de l'artiste de représenter certains muscles au travers des armures ou sur le corps nu du Christ, preuve d'un certain soin du détail. De même, les expressions des différents personnages sont stylisées et limitées. Les visages sont composés selon un schéma récurrent, paupières marquées, pupilles indiquées par un point noir, rehaussées d'un point blanc pour suggérer la lumière. À nouveau, rappelons que ces traits sont les premiers à être fixés par le peintre et qu'ils ne peuvent donc pas être retouchés ou intensifiés une fois les différentes couches de peinture appliquées. Les bouches sont figurées par un simple trait brun souligné d'une touche de rouge, un procédé décoratif qui privilégie l'élégance et l'ornement plutôt que l'expressivité, dans un esprit rappelant certains codes du rococo, un style artistique qui se développe au XVIIIe siècle et qui se caractérise par le goût du détail raffiné, les formes gracieuses et décoratives, souvent plus soucieuses du charme et d'élégance que de réalisme ou d'intensité expressive. Cette influence se manifeste aussi dans le traitement des armures, enrichies d'éléments décoratifs, ainsi que dans celui des casques dont les spirales évoquent des formes de coquillages et confèrent aux équipements une élégance stylisée, éloignée de toute vraisemblance fonctionnelle. Enfin, relevons les couleurs qui, comme dans la plupart des œuvres d'art populaire, sont très tranchées et peu variées. Malgré tout, notre peintre soigne les détails et les nuances, faisant de cette série une œuvre aux qualités remarquables. Le chemin de croix de Réchy est donc loin d'être parfait, mais là n'est pas son ambition. Il se veut accessible et facile à comprendre pour les fidèles, un objectif largement atteint. Les arrière-plans limités, l'accent sur les figures individuelles à la gestuelle simple, ainsi que le choix des couleurs relativement basiques permettent des propos clairs et efficaces qui résonnent avec le spectateur. Aujourd'hui restauré et à nouveau exposé dans la chapelle de Réchy, le chemin de croix constitue un témoignage précieux des pratiques dévotionnelles et des sensibilités religieuses de son époque. Transmis par la tradition continue de la chapelle jusqu'à nos jours, il mérite pleinement d'être redécouvert et mis en lumière à l'occasion de ce 200e anniversaire. Au-delà
Au-delà de la peinture, n'oublions pas les cadres du chemin de croix. Ceux-ci ont été réalisés quelques années après la peinture par le même artisan que celui du retable principal de la chapelle, Félix Albazini, comme l'indique le registre de la chapelle de 1826. Cette mention nous montre que leur ajout s'inscrit dans une campagne de décoration d'ensemble, mobilisant de manière complémentaire plusieurs corps de métier. Le chemin de croix est donc à considérer comme partie d'un tout. Bien conservés, les cadres ont eux aussi bénéficié de la restauration de 2014 et on peut observer son ornement délicat de croix trilobée rehaussée de peinture dorée. Voilà, c'était le chemin de croix de la chapelle Saint-Mathias. On se retrouve bientôt dans la bibliothèque pour une nouvelle pépite.